Stéphanie Loïc, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née en 1951 et vous commencez votre carrière d'actrice dès l'âge de 16 ans aux côtés de Michel Hermont, Denis Lorca et Jean-Pierre Vincent. Vous avez également participé à de multiples films comme comédienne et la liste est longue, comme celle également de metteur en scène. En 82, première étape importante de votre vie puisque vous fondez votre propre compagnie, le Théâtre du Labrador, orienté principalement vers la dramaturgie contemporaine. 10 ans plus tard, en 92, eh bien, vous êtes nommée directrice du Théâtre populaire de Lorraine. Et puis, vous donnez la priorité aux auteurs contemporains, tels que des mises en lecture publique de textes inédits, mais également en réalisant de nombreuses créations. En 2000, on peut dire que c'est la consécration de votre carrière quand vous êtes nommé chevalier de l'Ordre national du mérite, en raison de votre implication culturelle et sociale dans sa région. Vous vous démarquez par votre engagement social et par vos choix dramaturgiques et esthétiques. Pourquoi cet engagement ? Alors, vous savez, répondre à ces questions-là, on ne sait jamais vraiment pourquoi. Là, ces 10 dernières années, j'ai mis en scène, adapté les textes de Svetlana Alexievitch, qui est biélorusse, qui a été prix Nobel de littérature en 2015. Et peut-être, est-ce parce que je suis, qui dénonce une certaine société d'ailleurs, peut-être est-ce parce que je suis de mes parents, mon père étant né en Russie, mes grands-parents étant des Juifs qui sont partis de Russie en 1908, qui sont arrivés en Amérique du Sud, et mon grand-père a formé la première cellule du Parti communiste au Chili. Donc peut-être est-ce cela, peut-être est-ce l'hérédité, peut-être, voilà. C'est vrai que je me suis toujours intéressée principalement au monde, aux gens qui habitent le monde et aux gens autour de moi. Je montre que des écritures contemporaines et qui parlent du monde d'aujourd'hui. Alors, ça parle de sujets de société, mais aussi ça parle vraiment de sujets politiques. L'humain est certainement pour vous la pièce principale dans votre vie, dans votre œuvre, dans la mise en scène, et même en tant que comédienne, ça a été, je dirais, le moteur essentiel. Alors, en tant que comédienne, comment vous dire ça ? J'ai beaucoup joué. J'ai énormément joué de l'âge de 16 ans jusqu'à fonder ma propre compagnie, parce que je jouais avec des auteurs contemporains, des auteurs classiques, des comédies, des tragédies, mais au bout d'un petit moment, j'avais besoin de raconter ce qui se passait autour de moi, de raconter mon époque, ce qui n'était pas toujours le cas dans les spectacles qu'on me proposait en tant qu'actrice. Donc c'est pour ça que j'ai fondé ma compagnie, pour monter des textes vraiment exclusivement qui racontent le monde d'aujourd'hui. Alors à partir de plusieurs prismes, mais voilà. Donc oui, l'humain, mais aussi l'humain au milieu d'une situation. Je veux dire que l'humain, à travers son histoire politique, son histoire sociale, voilà. L'humain étant bien sûr le moteur principal. Mais si je saisis tous vos propos, jouer la comédie a pour vous un sens, mais finalement, écrire des pièces et vous plonger les acteurs dans une vérité vraie, c'est plus finalement quelque chose qui vous a motivé. Moi, j'écris pas de pièces, hein, oui, enfin, pour l'instant, mais j'adapte. Vous adaptez? Oui, des romans, principalement des romans. Parce que l'écriture dramatique, pas toute, hein, il y en a des très intéressantes, mais c'est vrai qu'elle est un peu, pour moi, hein, un peu réduite. Donc les romans, l'écriture romanesque, ou des interviews comme Alexievitch, ça raconte plus, oui, des situations, des gens au milieu de situations. Et ça ne me permettait pas de jouer la comédie. Alors j'aurais peut-être pu avec d'autres gens, mais ça ne me satisfaisait pas tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai décidé de faire ma compagnie, le Théâtre du Labrador, pour raconter le monde qui m'importe moi. Et je n'ai jamais dévié de cette route. Alors justement, le fait de prendre uniquement cette direction, des fois on pourrait peut-être vous dire que oui, mais vous savez, Stéphanie, elle est un peu bornée, têtue, elle va toujours dans la même direction. Est-ce que ce choix unique ne vous a-t-il pas empêché de vous réaliser complètement? Est-ce que ce choix a été un peu un obstacle pour vous? Je dirais que c'est l'inverse. Alors, il y a plein de gens qui, à certains moments de ma vie, m'ont dit, après ils ont abandonné, ils ont compris que ça ne servait à rien, mais ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne montes pas des auteurs classiques? Il y a des auteurs classiques qui racontent parfaitement le monde, hein, mais ils le racontent dans le temps.
Et voilà, j'aurais dit non, moi j'ai pas envie. Il y a des gens qui font ça très très bien. Je vais voir comme spectateur des grandes écritures classiques. Je n'ai rien contre du tout, mais ce n'est pas ma voie. Ma voie, c'est de raconter le monde d'aujourd'hui. Et vraiment partant de l'Afrique, parce que j'ai monté aussi des auteurs africains, j'ai fait des grands voyages en Afrique, en Amérique du Sud, voilà. Je traverse le monde aussi avec ces écritures-là. Je traverse un monde qui m'importe. Je raconte presque toujours effectivement sur des gens qui sont ou des déshérités, ou des gens qui sont en quête de quelque chose. Voilà, et je pense que c'est ma quête. Voilà, le théâtre, s'il ne raconte pas des choses qui m'importent et qui importent à transmettre à d'autres gens, donc le public, à des acteurs en premier, à une équipe, ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que vos parents vous ont donné justement le goût de jouer la comédie et puis après de mettre les autres en scène? Est-ce que vos parents ont une influence sur vous? Alors, certainement. Ils ne m'ont pas du tout poussé à être comédienne. Ils ne m'ont pas du tout demandé est-ce que tu veux être comédienne. Voilà, c'était 68, c'est après 68 d'ailleurs, et que vraiment ça s'est passé de manière absolument incroyable puisque Michel Hermont, qui était un grand ami, surtout de ma mère, Denise Perron, est venu dans la maison que j'habite toujours à Créteil et a dit voilà, je vais monter certainement Don Juan revient de guerre, Dodon von Horvath, et est-ce que Stéphanie pourrait jouer dedans, parce qu'il y a un des très très beaux rôles de très 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 jeune fille. Et Denise Perron lui a dit mais écoute, il faut que tu lui demandes. D'abord elle est à l'école, est-ce qu'elle a envie de jouer la comédie? Je ne sais pas du tout. Donc je suis tombée là-dedans comme ça. Alors c'est vrai que dans mon enfance j'ai vu beaucoup de spectacles, même si j'avais une vie très régulière. Mais j'ai vu le Braddon Puppet, le Living Theatre, à Roland Dubillard, tous les grands de théâtre, je les ai vus. Je les ai même croisés chez moi, dans ma maison, voilà. Je suis un enfant de deux acteurs exceptionnels, qui étaient des aventuriers, qui ne faisaient que du théâtre qui leur importait, et je viens de là. Mais ils ne m'ont absolument pas poussé à ça. Alors, sachant que vos parents étaient des comédiens, comment finalement vous avez pu gérer votre adolescence, en sachant que vous aviez des parents donc aventuriers, et que vous deviez vous construire en même temps au niveau scolaire, et en même temps cette attirance, enfin cette découverte du théâtre. Comment vous avez finalement réussi humainement à vous structurer de l'intérieur? Parce que ça peut également être perturbateur. Oui, bien sûr, absolument. Moi je connais des enfants de comédiens qui sont très déstructurés par ça. Alors moi je ne sais pas, je suis passée un peu à travers les gouttes je pense. Il faut dire que je n'étais pas très brillante élève. J'étais même un peu mauvaise élève, mais je rêvais, j'étais dans un monde de rêve. Avec des gens quand même qui avaient des fortes personnalités. Et, mais voilà, j'avais une vie normale, donc ça ne me posait pas tellement de problèmes. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, les questions ne se posaient pas comme ça. Lorsqu'on vous a proposé justement ce premier rôle, est-ce que vous vous souvenez de cette émotion quand vous avez accepté de jouer dans ce rôle, dans cette première pièce? Finalement, vous aviez 16 ans, quand on a 16 ans et qu'on se voit proposer de jouer un rôle dans une pièce, qu'en avez-vous finalement ressenti? C'est loin, mais je crois que je n'ai rien. Enfin, pour vous, c'était peut-être évident? Oui, c'était évident. C'était assez évident. C'était évident, mais voilà, c'était évident. Mais il n'y avait pas de... Alors après, en plus, comme je n'avais pas pris de cours, moi, je n'ai pas pris de cours de théâtre. Donc c'était une formation intégrale, puisque j'ai joué des énormes rôles tout de suite, avec quand même des très grands metteurs en scène, puisque Michel Hermont, après il y a eu Patrice Chéreau, enfin voilà, c'est des grands... C'est des noms. Je me suis formée, comme on dit, sur le tas. Donc j'ai appris vraiment tout à l'école du plateau. Aujourd'hui, comment vous choisissez un roman contemporain? C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps à la lecture, vous avez des amis qui vous recommandent de lire tel ou tel livre. Comment se passe un peu votre choix? Alors c'est très curieux. Bon, alors, là, les derniers choix, c'était... J'ai rencontré à un moment dans ma vie, parce qu'on me l'avait passé, l'œuvre de Svetlana Alexievitch,
J'ai lu, le premier texte que j'ai lu, c'était la supplication sur les survivants de Tchernobyl, de la catastrophe de Tchernobyl. Donc j'ai été complètement saisie. Je vous donne cet exemple-là. Donc à partir de là, j'ai voulu rencontrer Alexievitch, ce qui n'était pas simple, parce que comme elle a eu vraiment des menaces de mort, c'était très compliqué. Et j'ai réussi à la rencontrer par des amis ocètes, et je lui ai dit, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Alexievitch. Je lui ai dit, Svetlana, je n'ai pas lu tous vos romans, mais je pense que dans la démarche que j'ai, surtout que je travaille avec des écoles supérieures de théâtre, avec des jeunes acteurs, à des écoles, donc des promotions, je voudrais que votre écriture, ce que vous racontez sur le monde, ce que vous racontez sur l'être humain, comment les choses perdurent dans l'être humain, comment les gens, par exemple sur Tchernobyl, comment les gens ont été transformés par ça, comment ils ont été endoloris, comment ils vivent après, comment ça passe des générations. Ce que l'on cache souvent, les choses traversent des générations. Les grandes catastrophes, le nazisme, enfin voilà. Moi j'ai déjà monté surtout sur le nazisme d'ailleurs. Mais je lui dis, écoutez Svetlana, je pense que j'aimerais, si vous le voulez bien sûr, monter toute votre œuvre. Et donc avec des promotions de jeunes gens différents, des écoles supérieures de théâtre différentes. Il me semble que c'est important que cette génération de jeunes gens d'abord connaissent l'histoire, ça me permet de leur travailler sur l'histoire, ça me permet de travailler sur la politique, ça me permet de travailler sur l'être humain, sur comment on ressent les choses et comment ça traverse les choses. Voilà. Toute la pédagogie vient de là. Donc elle m'a dit oui. Et pendant 10 ans, j'ai monté tout Alexievitch. Après, pour répondre à votre question, bien évidemment, des gens me donnent des romans. Après, j'ai des axes. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai une grande bibliothèque. Je me dis, tiens, j'ai ce bouquin-là, et si je le relisais? Et c'est comme ça que ça arrive aussi. Les choses se passent comme ça. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous travaillez sur un projet? Oui, d'abord. Quel est ce projet? Je vais reprendre là, je vais finir Alexievitch parce qu'elle a fini. Donc je vais le reprendre avec mes acteurs. Et puis je suis en train de travailler sur un projet qui est mon projet personnel. Après tout ça, il m'a fallu passer à l'écriture, ce que je n'avais jamais fait. Alors comment se passe l'écriture et comment s'est passée l'écriture? Je vous raconte, mais je n'ai pas encore écrit. Il y a 7 ans, je suis allée au Chili parce qu'on m'a proposé, mon père est chilien, il est né au Chili, il est russe chilien. Et je suis allée au Chili parce qu'on m'a proposé d'aller monter un spectacle et je suis arrivée à Santiago et là, tout était en grève. Donc je me suis retrouvée devant l'université catholique complètement en grève et j'ai dit au recteur, mais je fais quoi là? Moi je ne peux pas monter un spectacle, il n'y a pas d'endroit pour monter un spectacle. Il m'a dit, écoute, je ne sais pas, mais reste là, tu dois rester 1 mois et demi. Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Et j'étais avec une amie qui est assistante chilienne, heureusement. Je lui ai dit un peu, mais pas beaucoup, effectivement. Très peu. Mon père, Daniel Émile Forte, racontait peu de choses. Et donc j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé des Émile Forte là-bas, au Chili. Et à partir de là, on a cherché, on a été dans les archives, et une histoire s'est déroulée. Heureusement, on avait emmené une caméra, donc on a filmé. Il y a un film qui a été fait pour Arte, sur la recherche des Émile Forte au Chili, où mon père est une star au Chili. Et puis, ces juifs, et puis les questions venant. Comment sont-ils venus? À quel moment? Et j'ai trouvé tout parce que ma grand-mère a voulu être naturalisée. Donc, elle avait mis tout sur papier, donc j'ai tout trouvé. J'ai trouvé d'où ils venaient. Elle venait de Lituanie. Ils se sont rencontrés à 16 et 17 ans à Odessa. Mes grands-parents, ils étaient juifs, agnostiques et révolutionnaires. C'est l'époque de Trotsky. Ils sont partis, donc ils sont mariés parce qu'ils ont été envoyés en Sibérie parce qu'ils étaient révolutionnaires. Ils voulaient être médecins, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient juifs. Et ils sont tous partis, cette famille qui a changé de nom 4 fois. Ça c'est très difficile de retrouver l'histoire parce qu'ils changeaient de nom tout le temps. Et ils sont partis, ils n'ont pas traversé l'Europe, ils ne sont pas restés en Europe parce que c'était l'affaire Dreyfus et qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme. Et ils sont remontés, donc juste en 1908, après les grands pogroms de 1905, ils sont allés en Amérique du Sud, au Chili, à Santiago du Chili. À partir de là, moi je vais retracer cette histoire-là.
de l'histoire intime, la mienne, à la grande histoire. L'histoire de ces juifs venant de Lituanie, d'Ukraine, qui ne sont pas allés vers Israël, mais qui sont allés vers l'Amérique du Sud. Et voilà, c'est toute cette histoire-là que je vais écrire avec je pars avec 2 cinéastes là au mois de septembre, et une assistante lituanienne et ukrainienne pour écrire, et je vais raconter ça. Et à partir de ça, on va écrire je vais écrire un journal, il y aura un film, et je vais ramener aussi des musiques. Parce que Anigra, avec qui je travaille, qui est à Arcueil, et puis peut-être ici aussi, voudrait que je fasse un spectacle avec de la chorale, des chorales amateurs. Alors justement, concernant cette partie musicale, est-ce que cela va être plutôt des chants traditionnels juifs ou plutôt chiliens, comme vos parents ont pu écouter à cette époque? On va retracer l'histoire. Il y aura des chants lituaniens, il y a plein de chants différents. Les chants populaires lituaniens sont extraordinaires. Après, nous aurons des chants, bien sûr, biélorusses, russes, ukrainiens, yiddish, et dans un an après, il y aura des chants d'Amérique du Sud. Voilà, donc c'est vraiment à travers les images, les histoires des gens interviewés, on va raconter l'histoire de ces juifs, l'histoire du peuple juif. Alors, pour raconter cette histoire du peuple juif, est-ce que vous avez déjà dans votre esprit... Moi n'étant pas juif. Oui. C'est important. Non, mais d'accord, mais c'est surtout le fait que vous racontiez cette histoire. D'accord. Est-ce que vous avez déjà une idée des comédiens et des comédiennes? Oui. Parce que c'est aussi important, tout à l'heure vous l'avez précisé, il faut que les comédiens se sentent déjà impliqués, oui, engagés, concernés, et puis après, surtout qu'ils puissent avoir cette énergie pour transmettre. Parce que des fois, on peut apprendre bêtement, on récite sa leçon, et puis finalement, le spectateur qui vient se dit, bon, bah, c'était bien, mais sans plus. Donc, c'est ces comédiens avec qui vous avez déjà opté, est-ce que vous avez déjà travaillé avec eux? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vont pouvoir finalement donner ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez? Alors, oui, parce que les comédiens avec qui je viens de travailler, qui sont des gens avec qui j'ai des jeunes gens qui sont sortis de l'école de Limoges, qui ont travaillé avec un très très grand maître qui s'appelle Anton Kuznetsov, un russe qui est décédé, moi j'ai travaillé avec eux. Le dernier spectacle que j'ai fait avec Sivitch, les 2 derniers d'ailleurs, c'était avec eux, avec cette équipe-là, et je continuerai avec eux. Parce que ce sont des comédiens d'abord qui sont très engagés politiquement, enfin qui connaissent très bien mon parcours aussi, ce que je raconte. Ils connaissent cette histoire-là, ils sont allés beaucoup en Russie. Ils chantent, ils dansent, ils font de l'acrobatie. Ce qui est indispensable pour ce genre de théâtre. C'est un travail total. C'est-à-dire que ça sera une narration. Après, il y a l'image. Jean-Christophe Le Forestier, avec qui je travaille, qui est cinéaste, un très grand cinéaste, va filmer. Donc l'image sera vraiment le décor, même les interviews, puisqu'on va retranscrire des interviews. Et oui, je travaille avec les mêmes gens avec qui je travaille depuis 3 ans. Je suis très fidèle, moi, quand ça se passe bien. Alors justement, la question c'était, est-ce que vous avez besoin de cet univers familial pour travailler? Est-ce que vous avez besoin d'un univers bien particulier pour finalement donner le meilleur de vous-même? Dans ce genre de démarche, dans la mienne en tout cas, qui est quand même une démarche très dirigiste, j'aime beaucoup les gens, donc c'est pas du tout, c'est pas méchant, hein, mais c'est quand même très chorégraphique, très préparé. Il faut des gens qui soient disposés à faire ça. D'abord qui aient envie de le faire, qui puissent le faire. Et sans ça, ça marche pas. Ça marche pas. Sans ça, c'est trop. Alors, on n'a plus comme avant. Ariane Mouchkine, elle répétait 1 an. Il n'y a plus assez d'argent pour ça. Donc, il faut que dans le temps imparti à la répétition, ce soit des gens qui comprennent tout de suite la démarche. Et 2 des acteurs qui vont travailler avec moi dans le prochain vont venir avec moi dans ces voyages. Donc ils seront déjà complètement imprégnés, puisque l'idée quand même c'est que ces chorales, il va falloir leur transmettre cette histoire. Donc raconter l'histoire, raconter ce qui s'est passé, raconter comment être au sein d'un spectacle. Voilà, il y a toute une démarche à avoir. Ils ont un training aussi très fort, ils travaillent avec du training à la russe, donc ils travaillent très physiquement. Voilà, oui, ce sont des gens avec qui, dans ce genre d'aventure, on ne peut pas travailler des gens qu'on ne connaît pas. C'est très compliqué.
Donc là, votre aventure va durer à peu près quoi? 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne savez pas? Non, peut-être, je dirais 3 ans. 3 ans? Pas plus. Alors, en même temps, sachant que vous avez cette faculté de travailler, de mettre en scène des choses contemporaines, vous avez un objectif qui est de raconter cette histoire, mais en même temps en parallèle avec tout ce qui se passe au quotidien. Est-ce que vous n'auriez pas aussi en même temps envie de travailler sur d'autres sujets qui vous bouleversent? Parce qu'on est axé sur quelque chose, mais en même temps, le monde, il continue d'évoluer. Donc, peut-être que vous sentez, vous dites, oh là là, mais ça c'est bien, mais il y a aussi ce problème à gérer, et puis celui-ci, et encore celui-là. Je suis d'accord avec vous, hein, mais en même temps, on a son axe. À partir de cette histoire-là, sont traités tous les grands sujets de société. Qu'est-ce que les grandes migrations? Pourquoi les gens migrent-ils? Qu'est-ce que c'est que les pogroms? Qu'est-ce que c'est que les guerres? Qu'est-ce que c'est que les exterminations? Voilà, on touche, alors si on veut regarder, on touche absolument tout ce qui se passe dans le monde. Et en même temps, on touche aussi le comportement humain. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de comprendre pourquoi finalement l'être humain est capable de faire et de produire tel ou tel acte. Absolument. Et puis s'en aller, et puis résister, et puis voilà. C'est absolument, ça touche tout. C'est-à-dire que ces histoires-là touchent absolument tout. Est-ce qu'au sein de votre entourage, vous avez le sentiment que quelqu'un a pris la relève de cet engagement, de cette lutte de Stéphanie? Un frère, une sœur, je ne sais pas. Non, j'ai ni frère ni sœur. Bon, voilà, mais est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous avez travaillé et qui est prêt à prendre le... Ce qui veut dire qu'une fois que Stéphanie s'arrêtera, il n'y aura plus personne pour prendre la suite. Parce que tous les acteurs, pas tous, mais les acteurs avec qui j'ai travaillé, les équipes, il leur reste quelque chose. Après, ils en font leur vie. Ils choisissent leur démarche. Mais je pense qu'ils sont quand même très... voilà, il y a une trace qui reste. Et puis, c'est la beauté du théâtre. Le théâtre, ça reste dans les gens qui ont vu, qui ont été modifiés, dans les gens qui l'ont fait. Et c'est tout. Après, il reste des traces filmiques. Certes, il reste des traces audio, mais c'est ça. C'est que c'est laisser une trace, on ne sait pas. Est-ce que vous avez le sentiment que votre théâtre est mieux reconnu en province qu'à Paris, ou vous pensez que Paris, aussi bien Toulouse que Bordeaux, Marseille, c'est exactement la même chose? Le théâtre reste finalement le théâtre? Je pense que c'est pareil. C'est pareil. Honnêtement, c'est pareil. Le théâtre intéresse certaines gens, et puis il y a plusieurs sortes de théâtre, il y a une multitude de théâtres. Ça intéresse certaines gens. On a bien vu d'ailleurs pendant les grèves, tout ça, les gens vont au théâtre. Ils ont besoin du rassemblement parce qu'ils sont avec des humains regardant des humains, en gros. C'est le spectacle vivant. Hein. Voilà, c'est ça. Ils sont avec d'autres pour regarder d'autres qui leur racontent des histoires, etc. Donc c'est pareil. Mais c'est pareil dans le monde entier. Aujourd'hui, vos projets, donc il y a donc cette écriture sur ce rôle. À l'approche de cette écriture, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez sereine ou vous avez le sentiment un peu comme si vous alliez faire une analyse, c'est-à-dire coucher finalement tout ce que vous n'auriez peut-être pas osé vous dire à vous-même? Je ne crois pas, parce que honnêtement, comme je prends, c'est autobiographique, mais ce n'est pas moi, ce sont mes grands-parents. C'est pas mon histoire personnelle, même si j'en découle. Non, et je prends le prisme de la grande histoire, donc ça m'apprend plein de choses. Choses que je ne savais pas du tout. Alors ça, par contre, c'est ça que moi j'aime dans le théâtre. C'est qu'à partir d'un moment où il y a une écriture, ça m'apprend plein de choses. Quand j'ai monté des écritures africaines, je vous jure que je connaissais rien à l'Afrique. Et j'ai appris plein de choses. J'ai commencé à comprendre où c'était, qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les initiations. Enfin voilà, le théâtre, moi, ça m'apprend des choses. Est-ce que dans vos différentes expériences, vous avez mélangé justement un peu tous vos acquis? C'est-à-dire que quand vous faisiez quand vous mettiez de la mise en scène africaine, vous mettiez également un peu de russe dedans, et puis, ou alors vous restez vraiment, vous êtes quelqu'un qui est vraiment bien organisé et qui ne mélange pas les gens, parce qu'on se dit, attention, quand on mélange les gens, des fois ça peut donner du n'importe quoi. Alors,
non, ça j'ai jamais fait, effectivement, de mélange comme ça. Par contre, j'ai travaillé des gens différents. J'ai été professeur aussi chez Fratellini avec des circassiens. Donc ils m'ont appelé pour travailler avec eux, ce qui était absolument invraisemblable, parce que quelqu'un de théâtre pour travailler avec des circassiens, c'est très étrange. Hein. Mais avec certains, je me suis très bien entendue. Donc ça m'a amené, j'ai fait 2-3 spectacles où il y avait des circassiens dans mes spectacles. J'ai travaillé des slammeurs, avec des musiciens. Donc ça oui, je mélange les disciplines. Danseurs, slam. Discipline, oui, mais pas les histoires. Les histoires restent vraiment bien particulières. Moi, je suis respectueuse des histoires. Non, si je raconte une histoire africaine, par exemple, c'est une histoire africaine. Non, je ne vais pas mettre... Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il vous manque quelque chose? Je dirais que... C'est pas qu'il me manque, je dirais que malheureusement... Moi, j'ai dirigé une institution d'État pendant 12 ans. Je pense, honnêtement, que j'étais un peu jeune. Je le ferais mieux maintenant. Parce que je crois qu'on se rend moins plus compte d'abord ce que c'est qu'une équipe, ce que c'est qu'un territoire, ce que sont les missions que l'on doit remplir. Quelquefois, j'ai été nommée parce qu'on a ma reconnaissance sur mon travail, etc. Mais il y a des choses que, si je regarde en arrière, je ne le referai pas pareil. Différemment. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez davantage d'expérience. Oui, c'est certain. Et un regard autre sur... même sur une équipe. Une équipe, ça ne se manage pas, une équipe de théâtre, comme malheureusement qu'on ne devrait pas non plus le manager ailleurs. Je pense que c'est impossible. Il faut emmener les gens vers des projets. Oui, et puis non seulement emmener les gens vers le projet, mais on sait surtout que dans le théâtre, enfin dans le domaine artistique, on touche à la personne, c'est-à-dire on touche à la sensibilité de la personne, à son ego, à sa frustration, à ses rêves. Donc finalement, on touche directement l'autre. Donc il faut prendre soin de l'autre et en même temps l'aider à se développer. Oui. Donc c'est très complexe finalement. C'est très compliqué parce que ces maisons qui sont magnifiques, hein, c'est des beaux théâtres avec plein d'équipes, etc., qui ont été faits pour des artistes, pour que des artistes puissent avoir un endroit pour s'exprimer, au fur et à mesure du temps, sont devenus un peu autre chose. C'est devenu un peu des choses un peu fonctionnelles. Et il y a quelque chose qui ne correspond pas. Quand on se retrouve soi-même artiste, ayant pas géré du tout, n'étant pas faire de l'économie et tout ça, on se retrouve un peu en porte-à-faux à certains moments. Et je pense qu'il y a des choses à réfléchir grandement. Par exemple, les nominations, quelquefois se font, on nomme quelqu'un parce qu'il a fait un très beau spectacle et donc il a un article, je dis n'importe quoi, dans l'IB ou dans le Monde, et voilà, et on le met à la tête d'une institution. Mais c'est pas ça, une institution. Une institution, c'est un territoire, c'est une histoire. Moi, en Lorraine, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout l'histoire de la Lorraine, qui est une histoire extraordinaire quand même. C'est les hauts fourneaux, c'est les grandes buttes, enfin, c'est hyper meurtri. Et puis c'est surtout entre le passage sans cesse entre l'Allemagne, la France, l'Allemagne et la France, entre deux identités, etc. Donc non, je pense qu'effectivement, quand on est à la tête, on doit se sentir responsable. Absolument, mais c'est vrai que voilà, il faut se rendre bien compte de ça. On ne se rend pas toujours très bien compte de là où on est et pourquoi on travaille. Votre prochain spectacle, est-ce qu'il y a une date ou c'est encore loin alors Non, ça sera, je vais commencer le voyage et l'écriture en septembre. Je vais répéter donc en juillet-août de l'année prochaine et puis ça sera en 2019. 2019. Oui, parce que je vais reprendre Alexievitch, La fin de l'homme rouge et des histoires mieux nulle part. Je vais le reprendre en janvier 2019 et après 2019, fin 2019, l'autre. On va commencer la première partie. Donc, ce qui fait que là, de maintenant jusqu'à peu près jusqu'en juin, juillet, vous méditez plutôt sur l'écriture, vous lisez beaucoup, voilà, vous nourrissez en amont. Oui, je suis obligé de lire parce qu'il y a des choses que je ne connais pas du tout. Donc il faut que je lise, je visionne beaucoup de documentaires, je lis beaucoup, je rencontre des gens. Là, j'ai écouté beaucoup de chants aussi, c'est magnifique. C'est très étonnant parce que les chants lituaniens et les chants ukrainiens, c'est très différent. C'est des cultures très différentes. Mais pourtant, c'est tellement proche comme pays
Mais c'est pas du tout les mêmes cultures. C'est comme l'Espagne ou le Portugal, ou l'Espagne et la France. Voilà. On a tendance, bon après c'est vrai que c'est l'histoire qui a fait que tous ces pays ont été englobés par l'URSS. Absolument. Et qu'on a fini oublier que certaines personnes ont annihilé l'existence et l'identité de ces personnes qui aujourd'hui ont lutté pour reprendre, pour acquérir cette nationalité et qui fait qu'ils se battent et maintenant ils sont fiers de montrer vraiment leur art, leur musique et leur culture. Absolument, absolument. Et bien en tout cas, Stéphanie Loïc, merci. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Non, mais c'est comme vous voulez, mais en tout cas c'est une aventure. Je pense que cette aventure peut venir après avoir fait tout ce que j'ai fait. C'est pour moi. Hein, c'est l'épilogue peut-être. Oui, d'un premier livre. Oui, oui, absolument. Après, il y aura d'autres écritures, parce que je vais revenir vers des écritures africaines. On m'a proposé des choses, mais après. Mais... Alors, vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de la Russie. L'Asie, qu'en est-il? Je n'ai jamais été. Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez découvrir? Parce que la culture, alors la culture asiatique, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas, voilà, il faut oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et dans ce côté Asie, est-ce qu'il y a un pays avec lequel vous aimeriez travailler? La Corée. La Corée, ouais. Corée du Sud. Oui. L'autre, pas bien, mais enfin, je ne pense pas qu'on peut y aller. L'Inde, est-ce que c'est un pays? C'est pas du tout un pays? Non. Non, parce qu'on ne peut pas aller partout. Non, moi, j'adore les voyages, mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment attirée vers l'Inde. Je ne suis pas attirée. Je pense qu'il y a trop de monde pour moi. C'est trop. J'aime bien les endroits où il y a moins de monde. J'aime beaucoup les pays nordiques. La foule vous fait peur? Elle vous impressionne? Oui, ça m'impressionne un peu. Oui. Oui. Et voilà, oui. J'aime. Puis bon, là je suis beaucoup branchée sur la Russie, tous ces pays de l'Est. Eh bien en tout cas, Stéphanie Loïc, merci. Ça va être important quand même parce qu'il y a des stratégies géopolitiquement, c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. Ah, c'est même... on a le sentiment un peu comme si nous retournions à l'époque de la guerre froide. Oui. Voilà, sauf que... Je pense qu'on l'a jamais quitté. Hein. On l'a quitté un petit peu quand vraiment... je pense que l'Union soviétique s'est écroulée et qu'effectivement c'est devenu une puissance que tout le monde regardait un peu en snobant tout ça. Je pense que c'est plutôt tout le cas. Oui, ça reprend, au moins comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, parce que on verra. On verra, parce que souvent il y a toujours eu, on a souvent dit que l'un était le mal et l'autre était le bien. Non, voilà. Non, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est les zones d'ombre. Il y a le bien et le mal. Et là, elles sont grandes, les zones d'ombre. Hein. Elles sont immenses. Hein. L'Afrique, donc l'Afrique et l'Afrique du Nord, non, c'est pas quelque chose. L'Égypte, c'est pas non plus un pays. Jamais été. Non, c'est pas quelque chose qui vous. Non, je suis moins attirée par les pyramides, non, vous n'êtes pas comme Napoléon. Non, je suis moins attirée. Ben, c'est une question de rencontre hein, aussi. Voilà. Moi, je travaille avec un très grand acteur africain qui s'appelle Hassan Kassi Kouyaté, qui va peut-être diriger une grande institution à Val-de-Marne. Donc voilà, on est très amis, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. C'est une question de rencontre hein, aussi. Je joue en Afrique, moi quand j'ai été la première fois en Afrique, c'était incroyable. C'est des pays incroyables. Puis la misère, la beauté, la misère, ça rend un peu plus... Oui, voilà. C'est ça aussi, de voyager, ça permet de se dire, on est pas mal ici. On est même plutôt bien même. Voilà, on est plutôt bien, on est très bien lotis. On devrait un peu avoir honte de certaines choses que l'on... Avoir un peu d'humilité. Voilà, exactement. Ça permet ça. Hein. Vous savez, la Russie, c'est pareil. Dès qu'on s'enfonce un peu dans les terres, c'est le Moyen-Âge. C'est des gens qui vivent avec des niveaux de... C'est terrible. L'alcool, c'est terrible. Et tout ça, de toutes les façons, c'est un besoin vital pour vous de parler de tout cela et de mettre tout cela en scène. Parce que finalement, c'est aussi ça la vie. La vie, ce n'est pas que des belles voitures et que des belles maisons. C'est aussi des gens qui souffrent, des gens qui sont complètement déshérités. Pas idiots du tout, qui pensent le monde aussi, mais qui sont mis dans des situations difficiles. Ça a été votre combat et votre combat va continuer. Absolument. Et bien, en tout cas, Stéphanie Loïc, merci. Et puis,
bon vent dans vos rencontres et dans vos histoires. Merci à vous. Merci bien.